Aujourd'hui, on parle de violences faites aux femmes. Mais de quoi parle-t-on exactement? Il existe plusieurs catégories de violences sexistes. Les plus fréquentes sont les violences conjugales. Qu'elles soient physiques, sexuelles, verbales ou psychologiques, 373 000 femmes estiment avoir été victimes de violences conjugales en 2022, d'après le ministère de l'Intérieur. Les violences les plus banalisées, elles, ont lieu au travail. Un sondage Ipsos, mené en 2023, montre que 3 femmes sur 4 ont été victimes de blagues sexistes dans le cadre de leur travail. Un autre aspect des violences sexistes se déroule sur le plan économique. Pousser quelqu'un à se mettre à mi-temps ou à quitter son travail pour s'occuper du foyer en sont un exemple. 41% des femmes en seraient victimes d'après une étude IFOP. Les violences sexistes sont bien plus vastes que ce que les clichés laissent imaginer. Face à ce fléau, mesdames, êtes-vous mieux protégées? Aujourd'hui, on vous en dit plus. 122 600, c'est le nombre de victimes de violences sexuelles recensées par la police et la gendarmerie en 2024 et la majeure partie de ces victimes sont des femmes. Une femme meurt tous les 3 jours sur les coups de son conjoint ou ex-compagnon. Derrière les chiffres, il y a des visages, des histoires, des vies brisées, mais aussi des parcours de résilience et de courage. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Quelles avancées ont été réalisées et surtout, quelles solutions existent pour mieux protéger les femmes, les écouter, les accompagner, les aider à se reconstruire? Pour en parler sur notre plateau, nos 2 invités. Marion Banos, vous êtes vice-présidente de MeToo Média et présidente de la commission Écoute. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. En face de vous, Clémence Amara Betati, vous êtes avocate en droit de la famille et droit pénal et présidente de l'association Femmes et Droits. Merci d'être avec nous également. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis, comme chaque semaine, à mes côtés, Cécile de 16, journaliste, 20 minutes, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc, on parlera évidemment avec toi dans un instant de ce que pense l'opinion publique du sujet. Femmes, êtes-vous mieux protégées? On vous en dit plus. Et je le disais, on commence toujours cette émission par ce que vous pensez du sujet. C'est l'opinion publique tout de suite avec Cécile. Alors Cécile, qu'est-ce qu'on pense de ce sujet? Alors tu l'as dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 8 fois sur 10, les agressions envers les femmes sont commises par des hommes. Alors comment rassurer les femmes? Comment faire en sorte qu'elles ne se sentent pas en danger dans l'espace public? On écoute les réponses des Français au micro d'Elfie Pillard. Je me sens à l'aise un peu partout, sauf par exemple là à Châtelet, je me sens pas très à l'aise. Vers 22h, je me sens plus trop à l'aise de sortir toute seule. La nuit, je me sens en sécurité quand je suis dans le métro, mais par contre quand je sors du métro, c'est un peu bizarre. Bon, dans Paris même, je sais pas, dans certains quartiers, mais quand même c'est un peu chaud, surtout s'ils sont habillés un peu sexy. Depuis qu'il y a MeToo, les gens font peut-être un peu plus attention, surtout les hommes, pour être peut-être un peu moins lourds. Peut-être la conscience fait qu'un homme il aura plus d'hésitation à agir. Alors qu'avant c'était plus en roue libre. Sincèrement, pour ce qui me concerne, je me trouve autant en sécurité depuis MeToo ou le procès de Gisèle Pelicot qu'actuellement. Non, pour moi, vraiment, ça n'a fait aucun changement. Peut-être un peu plus de lumière un peu partout dans la ville. Je sais que c'est pas trop écolo, mais au moins nous, ça nous aiderait et je pense qu'il y aurait moins de problèmes. Il y a eu une pétition récemment pour qu'il y ait un wagon uniquement pour femmes et ça serait vraiment bien. Je pense que c'est de l'éducation qu'il faudrait changer. Aménager, pour moi, c'est commencer par la fin. Je pense que c'est les consciences avant d'aménager les choses pour protéger les femmes. Il faut éduquer différemment, je pense. Cécile, je suis assez d'accord. Ça passe par l'éducation de toute une société, finalement. Oui, je pense comme toi, Noam, et donc ça passe aussi par la culture. Alors aujourd'hui, pour une fois, je n'ai pas fait la cueillette aux commentaires des internautes. À la place, je vous propose de découvrir des séries, des livres, des films qui se sont emparés du sujet, comme Le consentement de Vanessa Springora. L'autrice dénonce sa relation d'emprise avec l'écrivain Gabriel Maznev. Elle avait 14 ans, lui 49 ans. Et pour ceux qui n'aiment pas trop lire, Cécile, est-ce que tu as d'autres solutions, j'imagine? Oui, suggestions? tout à fait. Très récemment, 2 séries ont réussi à traiter des violences sexuelles et sexistes de manière assez originale.
Je sens que tu vas nous parler d'adolescence. Tout à fait, tu lis dans mes pensées, Noam. On se connaît tellement bien maintenant. Voilà, c'est ça, on passe trop de temps. Cette mini-série de 4 épisodes diffusée sur Netflix s'intéresse au sexisme ancré dès le plus jeune âge. On suit un garçon de 13 ans qui est soupçonné du meurtre d'une jeune fille de son école. Le tout en plan séquence. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisse découvrir la suite. En attendant, on peut regarder un extrait de la bande-annonce. C'est un bon gamin. Jamie, écoute bien attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer par te demander... Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard? Oui. Alors on peut dire que vous êtes amis. C'est elle qui est morte? Elle était dingue cette série, Cécile, mais tu nous as parlé de 2 séries. C'est quoi la deuxième? Alors oui, il y a aussi la nouvelle série Arte, H24. C'est 24 épisodes de 4 minutes. C'est 24 heures dans la vie des femmes. Leur quotidien, c'est 24 faits réels racontés par 24 actrices. La série est criante de vérité, déchirante de banalité. C'est à voir absolument. On regarde un extrait. Je reconnais ce cri. Nouvelle femme, même cri. Elle est au volant. Une gosse sur la banquette, du sang sur les dents, une bosse sur la pommette. C'est une histoire de rétro, on me dit. Elle a amoché la caisse du gars, enfin on croit. C'est une histoire de macho, moi je dis. Il a amoché une femme, je m'en tape du pourquoi. Merci pour ces recommandations, Cécile. T'en as une dernière pour la route? Eh oui, allez, puisque tu insistes. Je suis allée voir La Vague au cinéma, un film chilien qui raconte la colère, la rage, la révolte d'élèves d'une école d'art du spectacle contre les violences sexuelles dont plusieurs d'entre elles sont victimes. C'est un film puissant, choc et important. Je vous laisse avec un dernier extrait. Et merci à Cécile pour cette chronique. Cécile qu'on retrouve évidemment la semaine prochaine. Il y a une dizaine d'années, Marion a été victime d'un viol, un fait qu'elle n'a pas immédiatement conscientisé. C'est en 2021 que tout bascule et qu'elle comprend l'ampleur de ce qu'elle a vécu. Aujourd'hui, elle est vice-présidente de MeToo Média et présidente de la commission écoute. Marion est avec nous sur notre plateau. Marion, je le disais là en introduction, donc vous avez été victime d'un viol il y a quelques années de ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter aujourd'hui comment ça s'est passé à l'époque, ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendue à une séance photo avec un artiste qui a été médiatisé à l'époque. C'était il y a 10 ans et la séance photo ne s'est pas déroulée comme prévu. J'ai été donc violée et filmée. Voilà. Et alors, j'imagine la réponse, mais comment vous avez vécu ça à l'époque? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit à ce moment-là? À l'époque, j'étais en total état de dissociation, c'est-à-dire que moi, je sors de cet appartement et je n'ai absolument aucune idée de ce qui m'est arrivé, je le conscientise pas du tout. On ne comprend pas? Ah non, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si j'étais consentante ou pas, je ne mets pas du tout de mots, je ne mets absolument pas le mot viol d'ailleurs. Je parle à des amis en disant bon, il s'est passé un truc un peu étrange, mais ça s'arrête là, je ne le conscientise pas. Comme si c'était presque normal finalement? Comme si c'était normal. D'accord. Comme si c'était normal, puisque je faisais partie de ces personnes à l'époque pour qui un viol c'était dans une ruelle sombre, un inconnu, quelque chose de violent, et là ça n'avait pas été le cas. Ah, vous n'imaginiez pas du tout que ça pouvait arriver dans un endroit comme là, une séance? Pas du tout, pas du tout. Donc, qu'est-ce que vous avez fait alors à l'époque? Vous avez parlé à vos amis? Je parle à mes amis, mais j'en parle comme quelque chose d'assez léger finalement. Je dis, bon, il s'est passé quelque chose, c'était bizarre, mais je passe vite à autre chose. Ah. J'en parle pas plus. Donc du déni? Du déni. Du déni pendant combien de temps? De 2015 à 2021. D'accord, 6 ans de déni, avec des conséquences sur mon corps. Je prends 60 kilos. D'accord. Je subis une première opération bariatrique, je tombe dans la boulimie, dans l'hyperphagie. Il y a des conséquences quand même, mais que je ne vois pas. Et donc vous ne faites pas le lien avec ce qui s'est passé? Pas du tout. Ok. Mais alors,
Comment vous réussissez à comprendre, enfin, qu'est-ce qui se passe à un moment? Parce qu'on ne prend pas 60 kilos comme ça du jour au lendemain, on ne tombe pas dans la boulimie du jour au lendemain, mais vous mettez quel mot sur tout ça à ce moment-là? J'essaie de trouver un peu d'autres explications, mais je mets pas de mots, vraiment. Je suis dans un état absolument dissociatif et voilà, même ma prise de poids, je m'en rends à peine compte, quoi. C'est pas, voilà. Et pourtant, en 2021, tout bascule. En 2021, je tombe sur un article de presse qui parle de la personne qui m'a agressée, et avec une vingtaine de témoins, de témoignages d'autres victimes qui racontent quasiment mot pour mot ce que j'ai vécu ce jour-là. Donc là, déclic. La déclic. Vous vous dites, c'est ce qui m'est arrivé. C'est lui, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Là, je comprends. C'est pas normal. Donc à partir de là, donc, vous avez ce déclic, vous comprenez que c'est pas normal. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, je cherche en fait sur Internet et je tombe sur un groupe de victimes sur Facebook, de victimes de ce même homme. Je prends contact grâce à ces autres victimes avec le commandant en charge de la commission rogatoire qui est ouverte. Et j'apporte mon témoignage une première fois. Donc il faut savoir que la police judiciaire à cette époque avait absolument toutes les preuves en sa possession. 500 heures de vidéos, puisque tout était filmé. Donc vous étiez sur ces vidéos? J'étais sur ces vidéos. D'accord. J'étais sur ces vidéos, donc j'apporte un premier témoignage. Je ne porte pas plainte, j'apporte un témoignage auprès de la police judiciaire. Et c'est suite à mon témoignage et aux vidéos qui ont été retrouvées que la juge d'instruction me demande de me porter partie civile pour des faits de viol. C'est la première fois que j'ai le mot viol, c'est la justice qui a qualifié les faits de viol. Ah oui. Même vous, quand vous avez eu ce déclic, vous ne vous êtes pas dit à un moment, c'est un viol? C'est-à-dire qu'il y avait toujours une part de déni, alors finalement ou... Oui, une part de déni, et puis dans ma tête, un viol, c'était pas forcément ça. Et puis, je me dis que j'ai été victime d'un manipulateur. Voilà, je mets les mots sur la manipulation, sur le fait que... Mais au final, je me dis, est-ce que j'ai pas fini par consentir? Est-ce que... Je mets pas du tout le mot viol dessus. Vous avez craint justement à un moment, fabuler les faits peut-être, ne plus vous souvenir exactement ou avoir de mauvais souvenirs? J'ai eu peur d'avoir des mauvais souvenirs. J'ai été très vite rassurée par le commandant en charge de la commission rogatoire qui m'a expliqué que les moments de doute, mon affaire était vieille quand même, je témoigne 6 ans, 7 ans après les faits, donc personne ne peut se souvenir avec exactitude de ce qu'il a fait 7 ans auparavant. D'autant que si en plus vous avez fait un switch dans votre cerveau. Exactement, donc j'ai été très vite rassurée par rapport à ça, sur le fait que les trous c'est normal, ça ne veut pas dire que ça ne m'est pas arrivé. J'avais un peu peur aussi en lisant les autres témoignages de faire peut-être une appropriation, mais très vite on se rend compte. Puis moi j'ai vu les vidéos. Et donc vous avez rejoint l'association MeTooMedia. Qu'est-ce qui vous a motivé à la rejoindre, cette association? J'avais besoin de sororité, je pense. J'avais besoin aussi de femmes qui savaient se battre dans ce milieu-là, puisque MeTooMedia se bat contre les agresseurs dans le milieu de la culture et des médias, et qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui. Donc c'était, voilà, j'avais besoin d'être armée face à l'ampleur médiatique que pouvait prendre derrière cette affaire. Ça fait peur, ça? Ça fait très peur. Tout ce que ça peut générer. Ça fait extrêmement peur. Donc il faut être armé à ça. Il faut être armé. L'association vous accompagne dans ça finalement? L'association m'accompagne. Déjà, voilà, moi je suis présidente aujourd'hui de la commission écoute. On a une commission écoute, on a des écoutantes qui sont formées. On pratique la paire et danse. On est quand même dans un milieu avec d'autres victimes. On se sent en sécurité. On manifeste ensemble. On mène des actions. Voilà. On explique ce qu'est la commission écoute pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaissent peut-être pas? Oui, bien sûr. Donc la commission écoute chez MeTooMedia, c'est une équipe d'écoutantes qui ont été formées. On a une formation qui s'appelle Je te crois, qui a été montée par MeTooMedia. Et donc, nous avons une adresse mail. Qu'on peut donner. Qu'on peut donner, témoignage au pluriel @metoomedia au singulier.org. Lorsqu'un témoignage arrive sur notre boîte mail, la personne est recontactée par une écoutante et on met en place des écoutes. On a aussi des fils de discussion entre victimes pour en parler ensemble. Donc ça, c'est pour la partie accompagnement. Mon autre question, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut protéger les femmes?
selon vous? On ne peut pas protéger les femmes. Demander aux femmes de se protéger, il faut rappeler que 91% des victimes connaissent leurs agresseurs. On est très loin de la ruelle sombre, justement. L'agresseur, c'est monsieur tout le monde, la victime, c'est madame tout le monde. On ne peut pas se protéger de tout le monde, c'est pas possible. Et dire ça équivaudrait un peu à dire que les femmes ont une part de responsabilité. Et elles n'ont pas leur part de responsabilité dans ce qui leur arrive. Je vous ai vu d'ailleurs réagir tout à l'heure au micro-trottoir qu'on a eu dans la première partie. Oui. Moi, je veux dire, il n'y a pas de... Une femme n'est jamais responsable de ce qui lui arrive. Voilà. Donc, comment on peut protéger les femmes? Éduquer les hommes, peut-être. On va commencer par là. Alors, si vous aviez un conseil, pas à donner aux hommes, mais en tout cas aux femmes qui nous regardent. Après, si vous voulez donner un conseil aux hommes, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Mais si vous aviez un message à faire passer aux femmes qui nous regardent et qui peut-être vivent en ce moment des situations difficiles, qui ne savent pas comment faire, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, c'est dur, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en parler. En parler à des amis, en parler à la famille, en parler... Voilà, si vous ne vous sentez pas de porter plainte immédiatement, c'est OK, il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Il y a plein d'associations qui existent, il y a plein de numéros. Vous pouvez nous contacter, nous, même si ça ne rentre pas forcément dans notre scope, on saura vous réorienter. Parlez-en. Des écoutes, je pense notamment à la cellule audience qui pratique des écoutes aussi. C'est gratuit, c'est accessible, mais il faut en parler et il faut nommer les choses. Ne pas avoir peur de dire « j'ai été victime de ça » parce que voilà, bien nommer, c'est déjà commencer à lutter. Il y a une évolution, selon vous, depuis le moment où vous avez vécu tout ça. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu une évolution dans la société, dans les mentalités, dans la façon d'appréhender ce sujet? Alors, c'est un peu compliqué parce que du coup, moi, j'évolue dans un microcosme de personnes qui sont très déconstruites sur ces sujets-là. Donc forcément, je peux avoir l'impression qu'il y a une évolution. Et puis, je vais sur les réseaux sociaux et je me rends compte que finalement, pas tant que ça. Finalement, pas tant que ça. Donc, je sais pas. Je sais pas si on peut encore parler d'évolution réelle. Il y a toujours plus de victimes, il y a toujours plus de témoignages. Ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui vous donne la force aujourd'hui de vous battre, de témoigner? Est-ce que vous avez de l'espoir aujourd'hui? J'ai de l'espoir. Ce qui me donne de la force, c'est mes sœurs d'armes, c'est mes sœurs de plainte, les autres victimes dans mon affaire et dans d'autres affaires. C'est le collectif, c'est de voir qu'il y a de la beauté qui émane de tout ça, quelque part. Et de l'espoir, oui, je garde confiance en la justice quand même. J'ai la chance, moi, d'avoir une affaire... d'avoir une juge d'instruction très investie dans le dossier, d'avoir eu affaire à un bon commandant de police. J'ai eu cette chance-là. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, donc ça me donne espoir. Ouais. Merci beaucoup. Merci Marion, restez avec nous, évidemment. J'en profite pour vous rappeler qu'il existe une ligne d'écoute, c'est gratuit et anonyme, dédiée aux femmes victimes de violences et à leurs proches. C'est le 3919. N'hésitez pas à l'utiliser, évidemment. Elle a choisi de transformer un traumatisme en engagement. Victime d'une soumission chimique et d'un viol commis par des militaires, Léa se bat aujourd'hui pour protéger les femmes. Dans cette épreuve est née une idée, un porte-clés anti-agression. Reportage de Thomas Mitchell-Bielic. Si tu veux, je peux te faire une petite démo. Il y a 3 ans, du coup, j'ai fêté en boîte de nuit avec mes amis la fin de mes examens et j'ai été victime en fait de soumission chimique, de séquestration et d'un double viol par des militaires. Et suite à ça, je me suis pas du tout sentie en sécurité et un peu abandonnée par la justice. Et donc j'ai créé en fait ce porte-clés pour moi, pour en fait me sentir davantage en sécurité. Il y a plusieurs outils sur ce porte-clés. Notamment, on peut voir le QR code de contact d'urgence. C'est un QR code qui en fait permet d'avoir comme un calepin de numéro de téléphone personnalisé en cas de situation il n'y a plus de batterie ou juste on t'a volé ton téléphone ou tu vas appeler un taxi pour entrer. Ensuite, on a le bouton d'alarme. Et en même temps, on a la petite lumière qui permet de t'éclairer dans la nuit. De base, on va dire que ce porte-clés était clairement dirigé vers moi-même. Puis après, j'en ai fait à mes copines et mes amis m'ont dit mais faisons quelque chose d'utilité publique parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans les mêmes situations que nous. Et c'est comme ça que est né MySafeKey en fait, tout simplement. Ensuite, on a la petite capote de verre. Tout simplement réutilisable, lavable et en fait super pratique parce qu'on la range dans une petite pochette. Tu vas venir protéger ton verre comme ceci. Tu mets ta paille et puis ce qui est pratique c'est que du coup tu peux profiter de ta soirée ou de tes moments festifs sans te sentir obligé de vérifier ton verre toutes les 5 minutes. Là c'est la première version et l'objectif c'est d'innover, de rajouter des
des outils, des fonctionnalités et d'en faire même peut-être quelque chose d'encore plus compact. Et est-ce que tu peux me parler de cette clé? Alors en fait, cette clé, elle va être connectée à une application qui s'appelle Safe Hub, cofondée par Tristan et d'autres personnes, qui vont héberger en fait la technologie de la clé. Et tout simplement, on va appuyer sur la clé et on va recevoir une notification. Et donc au moment où on reçoit ce SOS de Léa, on a accès à sa localisation précise en temps réel. On peut l'appeler, envoyer un SMS d'urgence ou même ouvrir l'itinéraire Google Maps pour aller à sa rencontre, pour pouvoir l'aider. Ils rentrent dans la poche, ils t'accompagnent partout comme des clés, c'est un peu un trompe-l'œil et c'est des choses que les agresseurs vont pas forcément voir venir. Une clé de garage, une fausse clé, un petit pompon pour le petit côté esthétique. On n'a pas l'impression que c'est agressif et l'objectif c'est pas de mettre davantage la personne en danger, c'est de l'accompagner dans cette situation, de pouvoir avoir une chance de s'en sortir sans la mettre en danger tout simplement. La parole des femmes se libère. Pourtant, entre les progrès juridiques et la réalité du terrain, il reste encore des obstacles. Alors, aujourd'hui, comment la loi protège-t-elle concrètement les femmes victimes de violences? Pour en parler avec nous, maître Clémence Amara-Betati, avocate en droit de la famille et en droit pénal et présidente de l'association Femmes et Droits. Maître, on vient de voir un reportage avec cette jeune femme qui a créé ce porte-clés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on voit ce reportage, le fait qu'elle prenne l'initiative de créer quelque chose? Est-ce que ça veut dire qu'elle se sent moins protégée? Est-ce que les femmes sont suffisamment protégées? Déjà, je pense que là, ça part d'une expérience effectivement qui est personnelle et tant mieux, elle en a fait quelque chose de positif et je pense qu'il peut être très utile, donc ça, c'est très bien. Après, est-ce que les femmes sont assez protégées? C'est très compliqué. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que juridiquement, il y a un certain nombre de choses qui existent aujourd'hui et que le constat que je peux faire, malheureusement, c'est qu'il y a trop de femmes, mais c'est beaucoup plus global. Vous savez, il y a un adage qui dit que nul n'est censé ignorer le droit, mais c'est très éloigné de la réalité. Et beaucoup de femmes se sentent démunies face à une situation et ne savent pas qu'aujourd'hui, elles peuvent utiliser un certain nombre d'outils qui sont à leur disposition. Quand on parle, on va remettre une petite définition, quand on parle de violence, on pense évidemment à violence physique, à violence sexuelle, mais on parle de quoi d'autre? Est-ce qu'il existe d'autres types de violences? Bien sûr, les violences, c'est beaucoup plus large. Alors, vous avez les violences verbales, les violences économiques, on n'en parle pas assez, les violences psychologiques. Et d'ailleurs, c'est parfois ce qui est assez difficile à identifier et à déterminer. Moi, je le vois au sein de mon cabinet, un certain nombre de femmes qui, finalement, ont banalisé des comportements, considèrent que tout ça est finalement normal, acceptable, alors que ça ne l'est pas. Est-ce qu'il y a des degrés de violence Alors, en tout cas, il y a des outils aujourd'hui, et notamment le violentomètre qui a été créé. Alors qu'on va voir le violentomètre, justement. Pour effectivement essayer de distinguer quels comportements sont apparentés à des violences et à partir de quel moment il faut s'inquiéter. Après, je pense que c'est surtout le fait d'éduquer, de parler d'un certain nombre de choses, de libérer la parole qui permettra de faire avancer sur ces sujets. Comment il est utilisé, ce violentomètre? Par qui? Dans quel cadre on l'utilise? Bon, là, c'est surtout un outil effectivement qui permet d'éduquer, de promouvoir. Donc je pense qu'il y a une part même de publicité qui en est faite sur tous ces sujets. Mais c'est un outil qui est très pragmatique et ça permet effectivement sur des situations de vraiment concrétiser qu'est-ce que c'est qu'une violence. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice prend aussi en compte ces autres types de violences que vous évoquez à l'instant, la violence psychologique par exemple? Comment on prouve une violence psychologique? Est-ce que c'est pris en compte? Comment on fait le tri dans tout ça? Alors, j'allais vous dire, parce que le sujet dont on parle aujourd'hui est évidemment très grave, mais j'ai envie d'avoir une petite note d'optimisme. Et moi, je pense aujourd'hui qu'on prend mieux en compte effectivement ces violences. Elles sont de plus en plus reconnues. Maintenant, il faut être réaliste, c'est très difficile. Il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a le fait qu'à un moment donné, les femmes prennent conscience. Ensuite, éventuellement, déposent plainte, soient accompagnées, parce que c'est une démarche qui n'est pas évidente. Et après, il faut que ce soit reconnu, parce que si on constate le nombre de plaintes qui sont déposées et, in fine, les condamnations qui sont faites, l'écart est quand même assez important. Pourquoi? Parce qu'en matière pénale, il faut démontrer une infraction. C'est-à-dire que vous avez des conditions à remplir. Et pour que ces conditions soient remplies, il faut apporter une preuve. Et souvent, pour des violences, et notamment des violences psychologiques, c'est parfois assez difficile, mais ça existe. On peut démontrer les choses. Donc c'est presque un parcours finalement qui est encore plus compliqué pour les femmes. Enfin, le fait de devoir démontrer.
Oui, mais je crois qu'il est essentiel pour autant. Et le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est pas celui... Alors, c'est un parcours qui est très long et évidemment, je ne vais pas revenir dessus et la justice est lente. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est important pour justement que ce soit reconnu, pour chacun, parce que ça fait aussi partie de la reconstruction. Cette lenteur, elle a aussi, à mon sens, un bénéfice, qui est qu'à un moment donné, ça permet aussi à chaque victime, le temps sert aussi positivement. Donc oui, c'est long, oui, il y a un certain nombre de choses à démontrer, mais ça permet aussi, à mon sens, de se reconstruire, et je crois que donc c'est positif. Quelle est la première démarche à faire? Qu'est-ce qu'on dit aux femmes qui nous regardent, qui ont soit été victimes, peut-être pensent l'être en ce moment? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense d'abord qu'il faut sincèrement en parler. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'aura pas forcément la réponse attendue, d'ailleurs. Vous pouvez, dans votre propre entourage, avoir une réponse qui n'est pas du tout celle que vous attendez, alors qu'au contraire, vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin d'être soutenu, et ce n'est pas toujours le cas. Pour autant, ce qu'il faut, c'est en parler et aussi essayer, moi je le vois trop souvent dans mon cabinet, des femmes qui ont été victimes de violences et qui, par exemple, effectivement, alors ne sont pas allées déposer plainte, et ça je le comprends parfaitement, et c'est très dur, surtout quand ça vient de se produire, mais au moins essayer peut-être d'aller consulter un médecin, parce que ça pourra toujours être un élément qui pourra à un moment donné être versé au dossier, en parler, écrire à quelqu'un, se confier, c'est aussi des éléments qui pour le coup seront matériels et permettront à un moment donné de pouvoir démontrer ce qui s'est passé. Se tourner vers des assos, ça marche aussi? Se tourner vers des assos et se tourner vers tout professionnel. Je vous parlais de médecin, mais ça peut être évidemment un avocat, ça peut évidemment aller au commissariat, et vous avez effectivement un travail de terrain qui est fait, qui est très impressionnant par de très nombreuses associations. Est-ce qu'il y a une question très pratique, est-ce qu'il peut y avoir un accompagnement financier? Parce que on sait que la justice, ça coûte de l'argent. Il y a peut-être des femmes qui n'ont pas les moyens aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'elles ne se tournent pas. Est-ce qu'il y a un accompagnement possible? Il y a l'aide juridictionnelle. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? C'est ce que j'allais vous dire. Pour des femmes ou des hommes d'ailleurs, puisque ça concerne tout le monde, qui ont de faibles revenus, vous avez aujourd'hui effectivement l'aide juridictionnelle. Donc tout le monde n'y est pas éligible, mais d'abord il y a des paliers. Donc si vous n'êtes pas éligible à 100%, vous pouvez l'être en partie, donc c'est quand même très utile. Et là, vous avez un avocat qui peut défendre vos intérêts et qui effectivement est rémunéré par l'État. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Quelles sont les sanctions possibles aujourd'hui? Que dit la loi sur des violences commises chacun, on parle des femmes, mais je ne vais peut-être pas faire le détail de toutes les infractions dans le code pénal, mais vous ça avez... peut aller jusqu'où, quoi? Jusqu'à la prison, ça c'est certain. Après, on va prendre en considération beaucoup de choses. La nature de l'infraction, est-ce que la personne est récidiviste ou pas? Est-ce qu'elle a déjà été condamnée pour des faits de violence? La gravité, évidemment, de l'infraction. Mais je vous dis, ce qui me semble vraiment très important à comprendre, c'est que quand vous subissez des violences, il faut en parler le plus tôt possible, parce que si à un moment donné, vous décidez de déposer plainte, si vous décidez d'aller, et si l'affaire est poursuivie, pour caractériser l'infraction, il va falloir avoir des éléments matériels. Et ça, c'est essentiel. Donc, il ne faut pas... il faut essayer, en tout cas, au maximum de réunir des éléments, parce que parfois, on arrive des années après. Ça ne veut pas dire pour autant que l'infraction n'a pas eu lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de violence. Mais c'est très difficile à démontrer. Finalement, il faut prouver, quoi. Prouver. Et c'est un peu la double peine, vous pourrez me dire. Mais malheureusement, c'est comme ça que les choses se passent. Encore une fois, dans un esprit un peu positif, je crois qu'on peut quand même dire aujourd'hui qu'il y a... Alors, elle est perfectible, c'est évident, mais il y a une meilleure écoute. Aujourd'hui, dans les commissariats, vous avez quand même des gens, des services qui sont plus spécialisés spécifiquement et formés sur ces violences. Donc, il y a une meilleure écoute. De la même façon pour les magistrats, pour les avocats, vous avez des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Et je crois que ça, c'est très important parce que ça permet d'apporter de meilleures réponses. Un dernier message, si vous vouliez adresser un message aux femmes qui nous regardent, là, ce serait lequel? C'est ce que je vous disais, surtout parlez-en. Je sais que parfois ça peut être très impressionnant, mais aussi, oui, passer la porte d'un cabinet d'avocats, ne serait-ce que pour une consultation, une discussion d'1 heure. Je pense que essayer de s'entourer de professionnels et s'entourer de gens qui ont traversé les mêmes choses que vous. On parlait vraiment, il y a un travail des associations qui est immense, et aussi pour retrouver, mais on en parlait tout à l'heure, un peu cet esprit de sororité, parce que les femmes ne sont pas seules. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais dire que les violences, c'est aussi pour les hommes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut aujourd'hui en parler, et la libération de la parole se fait de plus en plus. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci également.
C'est la fin de cette émission. Déjà, ça passe toujours très très vite. Merci à nos invités, merci à vous de nous suivre. Je vous rappelle évidemment le numéro dédié aux femmes victimes de violences et leurs proches, le 3919. C'est gratuit et anonyme, donc n'hésitez pas à le composer si vous en avez besoin. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur notre site internet 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à partager, et puis pour ne rien rater de 20 minutes, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. La semaine prochaine, une émission consacrée cette fois au blanchiment d'argent. On se donne rendez-vous dans une semaine à la même heure.